I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Radi, Yes. bienvenue au podcast. Merci pour l'invitation. Finalement. Finally. Ouais, ça fait longtemps, ça fait depuis quelques mois qu'on parlait de ça, que tu viens ici. On se connaît depuis avril à peu près. Ouais. Et on en parle depuis mai-juin. Ouais, mais c'était à cause de l'euro, c'est pour ça que je viens de me rappeler. Ouais, tu faisais des petits podcasts à propos de l'euro. Ouais. Alors, tu étais Des petits occupé. podcasts. Je faisais tous les matchs en live. J'en pouvais plus Mais- à la fin. Oh, c'est fatigant, hein? J'étais mort, mec. J'étais très fatigué. Très, très fatigué. J'ai suivi tous les matchs de l'Euro. Quasiment, j'en ai loupé genre un. Mais à la fin, j'étais vidé. Tous les matchs, c'est trop. C'est pour ça que c'est fun si tu suis une équipe, puis Ouais. tu regardes les autres bons matchs. Ouais. C'est juste ça. Mais si tu regardes tous les matchs, On a voulu se lancer un défi, on l'a fait, c'était cool. J'ai appris beaucoup de choses. c'était un succès quand même. Ouais, j'ai perdu du poids, c'est cool ça aussi. Ouais, pourquoi tu mangeais pas? Bah, des fois, il y avait 3 matchs dans la journée. Oh. Et t'étais là, je criais. Bah, il y a toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et des fois, je monte, là, je crie. Tu vois, j'ai perdu ma voix pendant 2 jours à un moment donné. Et maintenant, je peux plus regarder de soccer. C'est impossible. Toi, t'as quand même. On a discuté un peu quand on faisait une show à Montréal avec Group Chat. Ouais. Tu te souviens ça? On a discuté un peu de ta carrière. Mhm. C'est fucking incroyable. C'est toute une histoire. Mais toi, tu viens de la France. Oui. Mais tu faisais déjà de l'humour avant, puis t'avais arrêté pour un peu. Puis ça, c'est en France. Ça, c'était en France il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ouais. Alors ça, c'était au début vraiment des stand-up au C'était- Paris? C'était même avant le début du stand-up à Paris. Je faisais des shows style cabaret. C'était des sketchs, des personnages. Il y avait un C'est ça qu'ils savaient là-bas. Ils savaient. C'était ça qui était populaire là-bas, à l'époque. J'avais envie de faire du stand-up, mais je savais même pas que ça s'appelait stand-up. J'avais envie de m'adresser directement au public avec un micro, avec juste un spotlight et parler au public, mais j'avais cette envie-là et je savais même pas comment ça s'appelait, je savais même pas comment faire. Donc c'est vrai qu'il y avait des humoristes qui ont fait des galas juste pour rire ici, un peu comme Franck Dubosc, qui mélangeaient parler au public, après rentrer dans des personnages, faire des sketchs. Et la partie où ils parlaient au public, je trouvais que c'était la plus intéressante, celle qui me parlait le plus. Ouais. Puis on a découvert Internet, la démocratisation d'Internet, les vidéos, tout ça. On a commencé à regarder des shows américains. On a commencé à se partager les DVD de Eddie Murphy, de tous ces humoristes, de tous ces stand-uppers. Et là, on s'est dit, mais oui, c'est comme ça qu'on veut faire, nous, l'humour. On veut plus faire des sketchs et tout. Et ça a apparu après que j'ai commencé. Ça a apparu 3 ou 4 ans après que j'ai commencé. Toi, tu faisais quoi au début? Pendant ces 3 années-là? Je faisais des sketchs. OK. Je faisais des Toute sketchs. seule? Tout seul. Ok. Tout seul. Je montais sur scène. J'avais commencé il y a très très longtemps, en 1997, en duo. Mais ça a duré quelques shows. Et ensuite, un jour, il m'a planté sur un show. Il n'est pas venu. Et Il t'a pas appelé? il m'a pas appelé, rien. J'étais déjà à Paris. Il vient pas. Et on est booké sur un plateau, sur un show du Oh non. Et je dis, allez, fuck, j'y vais tout seul. J'ai adapté le sketch qu'on avait à deux tout seul. Et après, je me suis plus jamais mis en duo. J'ai continué ma route tout seul. Ouais, c'est difficile ce business-là en duo. Ah, c'est compliqué, man. C'est vraiment compliqué parce que au-delà de l'aspect artiste, ego trip, etc., machin, tu vois, conflit, tu connais les artistes, Ah, ouais. on est dans un délire, on est drôle sur scène, mais 90% des humoristes, c'est pas cool de vivre avec eux, je te dis Non, la non, non, ils vérité. sont fucking Au-delà de ça, anxieux, ouais, machin. paranoïaques. Ouais. C'est fou, tu sais, genre, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir, tu sais, ils sont toujours dans ce questionnement un peu. Donc c'est difficile à vivre pour quelqu'un. Ça, c'est normal pour nous. Mais pas juste les artistes, je veux dire les humains, parce que ce qu'on fait, c'est un peu pas logique. Parce que tu sais pas toujours, hey, dans 2 mois, est-ce que je peux manger? Ça va-tu continuer Ouais. comme ça? Tu sais jamais qu'est-ce qui... C'est plus facile de faire une 9 à 5 parce que tu sais qu'est-ce que tu fais puis tu t'en vas où. Même si c'est la même chose, qu'est-ce qu'on fait, c'est... Mais fou. je pense que les gens qui réussissent fort dans ce métier, qui atteignent un certain niveau de succès, ils ont arrêté de se poser cette question à un moment donné dans leur carrière. dois. Parce que c'est Ouais. un frein, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une chose que je dis pas très, très souvent, mais en général, quand je parle à des gens qui me demandent mais d'où ça devient ta folie de reprendre le stand-up après 15 ans et après si peu de temps, tout ce que tu as fait ici à Montréal, je fais, c'est très simple, j'ai aucun doute. J'ai 0 doute. Ça veut dire que dans ma tête, j'y suis déjà.
C'est-à-dire que cette anxiété, cette peur, cette crainte, ce manque de pas y arriver, ça n'existe pas. Parce que à un moment donné, dans le futur, j'y suis. C'est tout, c'est fait, c'est réglé, c'est net, c'est précis, il n'y a pas de doute. C'est ça qu'on se dit, moi c'est lui, il disait, c'est une fait accomplie. C'est fait, Ouais. c'est réglé. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui se passe de maintenant à ce moment-là, ou à cette période-là, eh ben, je l'apprécie à fond. Succès comme échec. Un bide sur scène ou une grosse réussite, je me dis juste en fait que c'est le chemin. Et quand t'es dans cette anxiété, dans ce manque-là, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Peut-être que je vais pas y arriver, mais c'est dur. Et si? Et pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça? Et pourquoi lui? Tout ça, tu te poses plus comme. Donc t'es vraiment dans l'instant. T'apprécies l'instant présent. T'apprécies chaque rencontre, chaque scène, même l'évolution de ton show. Je sais que ce que je donne là maintenant, c'est pas ce que je vais donner dans 5 ans ou dans 3 ans. Mais pour arriver là-bas, je dois faire ça. Passer là. Ouais, Et j'apprécie mon niveau médiocre de temps en temps ou mon niveau du moment, je l'apprécie. C'est plus un problème. Moi, je l'apprécie beaucoup maintenant parce que je fais comme c'est plein de podcasts, du stand-up, tout ça, alors j'ai beaucoup de fun. Mais j'avais jamais le problème de pourquoi lui puis pas moi. J'avais jamais ce problème-là parce que j'ai jamais vu. Moi, je suis vraiment compétitif, mais dans les sports. Ah, ok. Parce que là, c'est vraiment. On joue contre nous, tu sais, puis je suis vraiment compétitif parce que c'est comme ça que tu gagnes. Mais dans les arts, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas grandi dans ça. Comme je faisais du théâtre un peu, mais pour moi, c'était jamais compétitif parce que j'essaie de voir comment le monde compétitif voit ça dans les arts, mais je peux pas parce que j'essaie de diriger vers la logique. Puis, c'est pas logique. Quelqu'un qui voit mon podcast à moi, il va pas se dire je peux pas regarder le podcast de Radé, c'est juste un podcast. Non, je peux pas voir juste un film puis pas voir les autres. Pour moi, je le vois pas comme ça. Alors, je vois pas la compétition, tu vois. Alors, ça, c'est un stress de moins. Ouais. Je m'en fous. Je suis plus heureux quand le monde autour de moi font bien, c'est sûr, parce que ça, c'est bénéficieux à moi aussi. Si ton entourage, ça va bien, puis le monde autour de toi, ben, Ça te fait monter, ouais. ça te fait monter à cause que tu es avec eux, alors le monde voit ça. Puis pour toi, parce que toi, tu es comme « Oh, fuck, ça c'est une bonne idée, on peut faire ça, je dois élever mon game. Alors tout ça, c'est bon, mais les gens qui sont fâchés parce qu'un humoriste a réussi quelque chose, Oui. c'est comme ça change rien, il t'a rien pris. Exactement, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais ça existe. Ça existe, ouais. Il y a des humoristes, il y a des artistes qui sont dans cette logique-là. C'est des gens, souvent, qui sont insecure, tu vois, ils sont insécures. C'est ça, mais Ils ont pas confiance en tu eux. deviens anxieux pour rien. Exactement. Et il y a aussi un côté, d'ailleurs on le dit, il y a un côté performeur, tu vois. Et quand ta performance, elle est moins bonne que le voisin, il y a ce côté sport, tu vois, tu le vois Ouais. pas, mais même dans ce qu'on fait, il y a un côté un peu sport parce que on fait des performances, tu Mais vois. pour moi, comme Ouais. ça m'arrive, des fois, on va dire j'ai une shit set, puis toi, tu sors, puis c'est fucking bon. Ouais. Je veux pas que toi, tu deviens pas bon. Non, bien je sûr. veux que moi, je suis comme, oh, fuck, j'ai pas fait bien. T'as Bien vu sûr, ça? bien Ok, sûr. je dois faire. C'est ça que c'est. Mais il y a du monde comme ça. Bien sûr, il y en a, on Puis les je connais des humoristes, puis On les chaque fois connaît. que j'ai des conversations, je dis, yo, con. Même si moi, j'étais de la merde ce soir, Ouais. ça veut pas dire que t'aurais fait mieux parce que c'est toi qui as pas fait bien. Ouais. Ça n'a rien à faire avec moi. Exactement. Mais ce truc-là, c'est drôle que tu le dises parce que au début, on s'en rend pas compte, on le sait pas. Ouais. Vraiment, on le sait pas. Et on reste des êtres humains. Vraiment, il y a de temps en temps, On est bizarre. ça nous arrive de dire putain, fais chier, tu vois. Ah, tu vois, j'aurais bien aimé être à sa place là maintenant, tu vois, et prendre là tous ces rires et sortir de là, waouh, tu vois. Et tu reviens vite à un truc fait, non, mais c'est parce que j'ai juste pas travaillé, c'est parce que j'ai mal fait, c'est tout, et la prochaine fois, ce sera moi et fin de l'histoire. Et au début, tu te rends pas compte en fait qu'il y a des gens, parce que dans l'humour, c'est comme pour tout, hein. C'est comme les policiers, c'est comme les pompiers, il y a des bons policiers, des mauvais policiers. Exactement, Il y a des bons profs, il y a des mauvais profs. Ben, il y a des humoristes qui sont bons foncièrement et il y a des humoristes qui sont un peu moins bons. C'est la nature humaine, tu vois. Ouais. Et c'est moins bon là. De toute façon, ils durent pas très longtemps. Je vais pas te mentir. Moi, j'en connais aucun de ceux avec qui j'ai commencé en 99 ou en 2000, de ces qui avaient un fond mauvais, qui étaient un peu dans la jalousie, qui essayaient de mettre des bâtons dans les, qui ont fait les carrières de ceux qui étaient foncièrement bons et généreux. Je pense, Vraiment. je discute ça avec du monde, puis je leur dis, ça vaut plus d'être une bonne personne. Parce que, écoute, moi, je suis pas l'industrie, je contrôle rien. Mais, logiquement, quand moi, je suis dans le green room et tout ça, moi, je préfère avoir des gens autour de moi qui sont heureux. Oui. C'est fun d'être avec eux. Alors, quand quelqu'un me demande, « Hey, qu'est-ce que tu penses pour ce show-là? Je devrais appeler qui? » Mon cerveau va toujours aller à des gens où j'avais des bonnes expériences avec, Oui. au lieu d'être comme,
oh, lui, il est excellent, mais shit, reste loin de lui dans le green room. Je disais ça il y a 3 jours. Je marchais avec ma copine et je lui disais, tu sais, dans l'humour, dans le métier qu'on fait, il vaut mieux être quelqu'un de bien, avec un gros potentiel d'évolution qui a un potentiel mais qui est pas au top pour le moment, plutôt que quelqu'un qui est génial, qui est fucking drôle, mais c'est une ordure. Ouais, exactement. Vraiment, c'est parce que la personne qui est une bonne personne, elle aura toujours des opportunités. On aura juste envie qu'elle soit sur le show parce que elle va apporter une bonne énergie, et le mec, même s'il va faire 10 minutes de bien, il va pas donner envie aux autres de bien faire, et ça va être, et t'as pas envie de traîner avec une personne Exactement, comme ça. ouais. Non, et en plus, tu parlais d'industrie, tu es l'industrie, je suis l'industrie. Tous les humoristes sont l'industrie. Maintenant, oui, mais ça vient de changer, ça fait juste quelques années. Ok. Écoute, en France, je sais pas, ou ici au système francophone, c'est un peu différent aussi, mais en anglais, on va dire par exemple, le système ici, c'était tu rentres dans un club, tu essayes pour des années, tu n'es pas payé, puis tu essayes de devenir un gars qui peut faire une middle à 15 minutes. Là, tu te fais payer un peu. Tu travailles pour d'autres années. Puis quand je dis des années, ça peut prendre 10 en total. Wow. Là, tu peux peut-être devenir une headliner quelque part. Là, il doit parler de toi dans d'autres places au Canada. Tu dois aller, il doit te voir. Peut-être il peut te payer pour faire comme une week-end pour 500-600 pièces. Puis tu peux faire des... C'est vraiment, vraiment dur et difficile, mais tu dois passer par ces étapes-là. Même si tu es le meilleur, si le gars qui a le club te veut pas là-bas, tu vas jamais jouer là-bas, tu vois? Voilà, c'est ça. Mais maintenant, à cause de l'Internet puis les podcasts tout ça, si tu es bon puis le monde t'aime, ben book ta propre salle. Puis ils vont venir, ils vont acheter des billets. Puis tu n'as plus besoin de plaire au monde que ils ne sont pas fans de toi pour n'importe quelle raison. En France, à l'époque où j'ai commencé, il y avait un système qui était un peu établi. Ça fonctionnait comme ça. Tu arrivais, le but en fait, c'était de se faire repérer par un producteur. Un gros producteur, c'est mieux parce que on estimait le coût pour faire réussir quelqu'un, pour faire exploser quelqu'un, à environ 1 million de francs. À l'époque, c'était 150 000 euros, on va dire 220 000 $. 220 000 $, tu avais une campagne d'affichage, ils payaient un impresario, ils payaient un attaché de presse, tu avais des apparitions à la télé, et on pouvait te louer un théâtre à Paris pendant X temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour qu'il y ait des tourneurs en région qui viennent voir le spectacle et qui te disent, bon, à partir de l'année prochaine, on veut ton spectacle pour 5 000, 6 000, 7 000, bref. Ça coûtait à peu près ça. C'était le système, ça fonctionnait comme ça. Et j'ai connu ce système pendant toutes mes premières années. J'ai arrêté pendant 15 ans pour des raisons familiales. Et quand je suis revenu, je fais, mais non, ça n'a rien à voir maintenant. Les humoristes, ils ont pas... Après, à l'époque, quand tu étais produit une fois, tu signais pour un spectacle ou 2 spectacles ou pour quelques années ou pour 3 ans. Et ensuite, l'humoriste s'autoproduisait. C'est-à-dire que cet argent-là, il l'avait fait en cash et il s'autoproduisait. 90% des comiques, des humoristes faisaient ça. Et là, je suis arrivé 15 ans après, je me dis, Internet, man. Internet, les réseaux sociaux. T'as plus besoin de personne, t'as même plus besoin d'affiches dans la rue. Ton affiche, c'est Instagram, c'est la vidéo que tu vas faire. C'est ça ça va toucher directement 25 000, 30 000, 40 000 personnes. Et du coup, t'as plus besoin de producteurs. T'as plus besoin de personne pour, comme t'as dit, être ton propre producteur et remplir ta salle. Le système, l'industrie, comme t'as dit, elle est passée d'un système très centralisé avec 3, 4, 5 producteurs qui sont sur la place à Paris ou à Montréal, à pouf, tout le monde peut être producteur. J'en ai parlé très récemment avec un humoriste qui a un célèbre podcast d'ailleurs, et qui a dit au début on a tenté d'être produit par d'autres et on s'est rendu compte que c'était pas déjà comme on voulait, c'était pas vraiment, on n'était pas à l'aise, et au final autant louer sa salle, autant faire sa propre billetterie, et on est très content parce que ça se déroule vraiment comme on le veut nous. Ouais. T'es l'employé de personne. T'es l'employé de personne, puis tu peux cette connexion directe avec ton public à toi. Ça change tout parce que même nous, on voit l'évolution de nos podcasts, les invités, tout ça, parce qu'à cause des commentaires où le monde, il me voit quelque part, il dit « Hey, tu sais, peux-tu amener telle personne? » Il vient de cette industrie-là. Puis je suis comme « Oh fuck, OK. Ouais. » Alors, il veut voir moi discuter avec telle personne. Ouais. OK. Alors, j'amène cette personne-là, j'apprends là, quelqu'un d'autre dans une autre industrie me voit. C'est qui lui? Alors, tu vois, à cause de cette relation avec ton public direct, tout change. Ta perception, leur perception de toi, tes opportunités, tout ça, ça n'existait pas. Tout a changé. Avant, c'était comme, ils décident pour toi. Ouais. Tu vas faire ce show-là, tu t'amènes cette personne-là. Fuck that. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est paradoxal parce que d'un côté, ça a facilité les choses.
Mais c'est beaucoup de travail. Mais d'un autre côté, ça a créé une énorme jungle où tu peux tout trouver et pour faire ton chemin, c'est aussi peut-être parfois même un peu plus compliqué. Là où T'as raison. avant, tu signais avec quelqu'un et ça y est, c'était parti. Comme ici avant. Moi, je me souviens de l'époque, tu passais à un gala juste pour rire, ta carrière était lancée. Ouais. C'est fini maintenant. Il y a Non, non, ça existe ça pas. n'existe non. plus. Non. Ça existe plus. Tu vois, même si tu passes 4-5 fois, regarde, j'ai enregistré pour le prochain stand-up. Ouais, c'était cool, c'était bon? Ouais, c'était cool. Je vais te raconter l'histoire. Tu vas rigoler. Maintenant, je peux en parler parce que c'est enregistré, ça va être diffusé. Mais ça va être diffusé le jeudi. OK. Le vendredi, je vais aller servir des frites au restaurant. ouais. C'est ça qui est fou qui est dans cette industrie, tu vois. C'est genre le mec qui va me dire vous pouvez me ramener du ketchup. J'ai bien aimé votre joke là sur votre fille. Ouais. Et du sel aussi. Tu vois, c'est ça qui va se passer. Avant, tu passais à la télé, tu avais ton passage à la télé, ça y est, c'était fini. Tu sais, t'étais appelé partout, tu avais ton producteur, tu vendais tes billets. Là, on n'est plus dans ça. On n'est vraiment plus dans ça. Et là, tu dois prendre cette opportunité-là, que le monde va te voir, puis tout ça, puis créer quelque chose pour toi-même. Pour moi, je le prends comme une bonne vidéo YouTube qui va faire pas mal de vues. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça que tu dois. Pas plus. Maintenant, il y a plus de gens qui vont te voir. Alors, tout ce que tu as, tes shows que tu fais live, C'est ça. si tu fais un podcast, tes sketchs, tout ça, maintenant, tu as plus de yeux qui peuvent te voir. C'est ça. Puis tu continues. C'est une petite maison qu'on fabrique, c'est ça. Et c'est des regards intéressés, c'est des regards ciblés. C'est pas quelqu'un qui va te voir sur l'autoroute, tu vas voir juste un billboard et il va continuer. Non, il a cliqué, il a tapé ton nom. Donc, il est intéressé. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et même s'il n'a pas tapé mon nom, il a tapé ton nom et il est resté accroché à une discussion, à un discours. Donc, c'est quelqu'un, forcément, c'est beaucoup plus impactant ce qu'on fait par rapport aux gens qui nous regardent que, par exemple, passer à la télé devant 3 millions de personnes, le mec qui fait son café et où il fait sa cuisine, où il est en train de s'occuper avec sa femme ou avec son chéri ou avec sa... Et du coup, aujourd'hui, la visibilité... Quand on a une visibilité, elle est vraiment beaucoup plus efficace qu'avant. Que ce soit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, c'est beaucoup plus ciblé et efficace qu'avant. Ouais. Ça, c'est cool. Et quand tu sais l'utiliser, ça... Puis moi, je suis même pas bon dans ça. Je sais pas comment. tu sais, Arrête. bien, je te niaise pas. Quand j'ai dit je vais sur le podcast des... Non, c'est pas vrai, Pantelis, t'arrêtes. Tu Oh, fais non, ça non, bien, écoute, tu fais ça ouais, très le bien. monde le connaît, mais moi, je sais pas qu'est-ce que je fais. Si je savais qu'est-ce que je faisais, je dois parler à des gens qui savent ça bien. Comme le dernier invité, c'était Victoria Charlton, puis tout ça. Je pense qu'elle comprenne ça. Je dois demander des gens comme ça, qui savent comment utiliser l'Internet. Parce que moi, honnêtement, j'invite les gens que je veux parler avec. Je le mets sur ma chaîne, je le sors, mais je connais pas vraiment comment mettre les bons tags, le metadata. Il y a des gens où tu peux payer pour qu'ils font C'est ça. les bons. Moi, je connais Moi, rien le de ça. confinement, ça m'a aidé à fond pour ça. Je me suis retrouvé... parce que, pour la petite histoire, je suis arrivé au mois de mars de l'année dernière. Mars 2020. You know what? On doit parler de ça. Ouais. Ah, OK. Non. Qu'est-ce qui est arrivé au prochain septembre premier, puis après, on va... Qu'est-ce qui est parler de arrivé? ça. Ouais. Ils m'ont dit oui. Non, ils m'ont dit non. Après, ils m'ont dit oui. Après, ils m'ont dit non. Après, ils m'ont dit oui. Comment ça? Oh, explique-toi. C'était au début de l'année. Il y a les candidatures. Le prochain stand-up, c'est une émission de stand-up. C'est un espèce de concours, des battles, tout ça. Ouais, mon ami Émile était dans ça, je pense. cette Émile année. Coury. Ouais. Il a passé quelques... Je peux pas en parler, mais je sais pas. En tout cas, il est passé. Ouais. Ah, c'est quelles Il est étapes. passé, Oh, yeah. il est passé. Et du coup, je candidate, j'envoie ma candidature sur Internet, tu vois, je demande à un ami, est-ce que tu penses que c'est bien pour moi de le faire? Vas-y, t'as rien à perdre. Moi, j'hésitais parce que je reprenais le stand-up depuis le mois de mars. Il y a eu 8 mois de confinement. Donc, au moment où on va enregistrer, j'aurais 10 passages sur scène. Après, je reprenais à zéro, en fait, tu vois. J'étais vraiment un open mic. Ouais, ça, c'est pas Et je facile. dis, est-ce que ça vaut la peine d'aller se montrer à la télé si on maîtrise pas le stand-up, si on maîtrise pas sa musicalité, son rythme, si on n'est pas bon, tout simplement. Et à la fin, je me laisse tenter, je fais, allez, vas-y, je vais envoyer Donc, j'envoie ma candidature. J'envoie même pas de vidéo, j'envoie juste des liens sur Instagram avec des passages de 15 secondes. Et surtout, j'envoie une lettre où je raconte mon histoire. Et c'est ça qui les touche apparemment, parce que je t'expliquerai. Je reçois la lettre, l'email normal. Non, désolé, il y a eu 250 milliards de candidatures. Fuck toi. Fuck you. Toi et ton estime et ton ego. Va être en dépression pendant 5-6 jours. PS, le prix du Prozac. Et tu peux en trouver. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et je le prends pas personnel. Je dis, bah, c'est pas grave. Ils en prennent 36. Ouais. C'est normal. Il y a des gens qui sont là depuis 5, 6, 7. C'est normal.
3 semaines après, je reçois un email. On essaye de te contacter, voilà, c'est machin du prochain stand-up. Je me dis, ok, j'ai ma soirée à ce moment-là. Je me dis, ils veulent sûrement me demander est-ce qu'on peut faire jouer des gens en rodage parce qu'au mois d'avril, je sais pas si les gens se souviennent, il y avait 0 soirée, il y avait que la mienne, une ou deux autres et le bordel, mais le bordel c'était sur sur les lettres, sur email. C'est difficile à rentrer. C'était très difficile, même en tant que public, ils envoyaient juste les infos aux habitués et même en tant que public, il y avait pas de. Et c'était difficile pour un humoriste de jouer au bordel. Bref. Donc il n'y a que ma soirée, je me dis c'est sûrement pour ça. Ils veulent faire jouer leurs humoristes pour le show. Ok, donc je prends mon temps. Je dis je rappellerai cet après-midi ou demain. Et je rappelle, comme ça, voilà, c'est le prochain stand-up. On a un désistement et tu es le premier backup. On voudrait que tu fasses l'émission. Et là, je suis, mais ouais, carrément. Nice. Mais ouais, je suis là, carrément. Donc voilà, j'envoie mes infos, etc. On boucle la date pour la séance photo. Moi, je suis aux anges. J'appelle ma mère, mes filles, ma tante. Le cousin que j'ai jamais vu, que je verrai jamais. Je lui dis, je passe à la télé, tu vois, je me mets bien. La veille de la séance photo, je reçois un appel de la productrice. Elle m'a dit, Radi, je t'appelle moi personnellement parce que c'est moi qui ai voulu que ça soit toi. Ta lettre que tu nous as écrite, elle m'a vraiment marqué, elle m'a vraiment touché. Je voulais que ce soit toi, mais ce coup de fil là, je peux pas. C'est le plus dur coup de fil. Je fais, des stress, c'est cool. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, on a fait une erreur de calcul. On est 37, on n'est pas 36. Et comme t'es le premier backup, je suis obligé de te dire que tu seras pas dans l'émission. Ils savent pas comment compter. Et je te jure, ils savent rire, mais ils savent pas compter. Et du coup, elle est vraiment mal. Elle fait, j'ai le goût de pleurer. Je fais, non, pleure pas pour ça, c'est pas grave, c'est cool. Ça veut dire qu'au moins vous avez vu. Quand je vais te voir, madame, je vais te donner une raison pour que tu puisses pleurer. Je vais te donner une vraie raison de pleurer, moi. Je vais te commencer à t'insulter en arabe, tu vas voir c'est quoi pleurer, tu vas voir c'est quoi un mec énervé. Non, je lui ai dit c'est bon, c'est cool, il n'y a aucun souci, ça va, il y a pas de drame. C'était pas par exprès, ça peut arriver des erreurs et je dis c'est pas grave, de toute façon, au moins ça sera l'année prochaine. Elle me dit non, mais je te le dis, l'année prochaine t'y es. Voilà, comme ça, moi, c'est réglé. Je dis, tu vois, ça me laisse 1 an pour travailler, ce sera l'année prochaine. Je l'ai pris, mais à coup de pas. C'est positif. Je l'ai pris, voilà, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Mais elle me dit, va quand même demain à la séance photo. L'année dernière, on a eu des désistements, on ne sait jamais s'il y a des cas de Covid, etc. Va quand même faire la séance photo. Je vais faire la séance photo. Les gens qui font les photos, ils sont pas au courant que je la fais plus, tu vois. Ils me disent, on te verra bientôt. Je fais, si tu savais. Donc je fais la séance photo. À moins c'est des bons headshots. C'est vrai. J'avais des belles photos. Je fais, il y aura moyen de récupérer les photos. Je dis, au pire, elle me dit tu pourras récupérer. Je fais, c'est déjà ça de gagner et au moins je sais que je le fais l'année prochaine. Je laisse tomber, je l'oublie. 10 jours avant le show, 10 jours, elle m'appelle, elle me dit, il y a quelqu'un qui est pas ok pour les changements de texte ou je sais pas quoi. On a un problème. Bref, il le fait plus et je veux que ce soit toi. Est-ce que tu es prêt pour faire un rodage au terminal dans 1 heure? Dans 1 heure? Dans 1 heure, je suis dans mon appart et je fais ok, c'est bon pour moi. Elle fait en plus, t'as fait les photos et tout. Je vais au terminal. 1 heure, j'avais rien de préparé. J'avais que ma soirée. Et là, je fais un numéro. J'oublie la moitié de mon numéro. J'oublie la moitié. Et tu sais, le terminal en mode le début de l'ouverture là, après le confinement, c'est à 10 personnes. Puis quand ils ont les plexiglas, j'avais joué là-bas, c'était fucking... Dégueulasse. Je suis là, j'oublie la moitié de mon texte. Tu sens qu'il y a des gens de la production, les autres humoristes, t'es jugé. Et la deuxième partie de mon texte, je fais un numéro que je fais plus, tu sais, sur le doggy style. Où je raconte que ma partenaire, elle a un requin tatoué sur la fesse droite, que j'ai une phobie des requins, etc. Je sais pas si tu l'as déjà vu ce numéro. Bref, je sors de là. Complètement détruit psychologiquement. Je vais voir la productrice, elle m'a dit bon Radi, il faut que je t'explique, c'est un public familial, ça passe à 19h, alors les trucs de doggy style c'est mort. La moitié de mon numéro qui était un peu cool, tu vois, je l'oublie. L'autre moitié c'est sexuel. Pour moi dans ma tête c'est bon, elle va me dire écoute, on va trouver quelqu'un d'autre. Elle est cool avec moi, elle me dit envoie-nous un texte d'ici à demain matin. D'ici à demain matin. J'avais un numéro parce que heureusement tout le mois d'avril j'avais joué. C'était des choses qui étaient d'accord familiales. C'était des choses, voilà, c'est mon casting, comment j'arrive, etc. à Montréal. Donc, c'est clean, tu vois. J'envoie ce texte-là. Ils me disent, c'est bon, le diffuseur a accepté. Il n'y a que 1 ou 2 mots que je dois changer par rapport à des marques, etc. Ok, c'est cool, c'est parti. Et j'ai la chance d'avoir mes soirées. Et j'ai la chance d'avoir fait jouer plein de monde. Donc, je leur demande, je leur dis,
je mets Thomas Levac à l'animation de ma soirée. Donc, pour faire mon numéro, j'appelle tous mes potes, Anas, Oussama, pour pouvoir jouer dans leur soirée, pour pouvoir travailler mon numéro. Smart. Et en une semaine, j'ai réussi à jouer une dizaine de fois. T'as bien fait. Avant de mon passage au prochain stand-up. Et j'ai eu une semaine de show avant. Et je l'apprends 10 jours avant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est Puis passé. c'était-tu du fun? J'ai pris énormément de fun. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis fier de ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait parce que je pouvais pas faire plus. C'est pas comme si j'étais en dessous. Je pouvais pas faire plus parce que je venais de reprendre. T'as fait tout ce que tu pouvais J'ai faire. fait juste ce que je pouvais. C'est Thomas Levac qui m'a donné ce conseil. Il m'a dit, stresse pas de pas faire quelque chose que tu as envie de faire dans 10 ans. Parce que pour l'instant, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé au prochain stand-up. C'est ça le conseil que Thomas t'a donné? Ouais. Habituellement, tout ce qu'ils disent comme conseil sont reliés aux masturbations, alors je suis surpris. Mais C'est surprenant. je crois qu'il me parlait de comment venir vite, c'est pour ça. OK. OK, ça, c'est une fucking bonne histoire. Ça, c'est bon que ça a marché. Mais comment est-ce que tu as retourné dans le stand-up? Puis, tu étais à Paris, puis tu es allé quoi? En Pologne, je pense? Ouais, en fait, Bro. il y a 20 ans, je fais de l'humour et je finis par faire du stand-up. Je finis par faire une émission de télévision qui En parle France? du stand-up. En France, ça s'appelait le Jamel Comedy Club. Oh ouais, j'ai entendu parler C'est d'eux. ça. Mais eux, c'est des gars qui volaient plein de jokes, non? Et une grosse partie des Ouais. humoristes qui étaient produits par le producteur de l'émission, oui, ils avaient un auteur il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui. Il est encore là, lui? Ben, il est encore dans le business, ouais, et il a encore un gros pouvoir dans le business. Parce qu'il Ouais, y a hein. un rapport à la propriété intellectuelle, au travail d'auteur qui est différent en France par rapport au Québec. Au Québec, vraiment, tu voles une blague, t'es blacklisté de partout. Ouais, ça, c'est fou. Ou si on te considère comme un voleur de blagues, ça y est, c'est mort. Ouais. En France, il y a une certaine indulgence parce qu'on est plus à apprécier le travail de comment tu vas le jouer, de l'acting. C'est plus une culture théâtrale plus que d'écriture. La culture du stand-up, elle est très récente. On doit faire ça dans la loi aussi. Si je vole quelqu'un, mais il après- habite à Paris, mais j'apprécie comment t'as volé. Ouais, c'est ça. Mais après T'as rentré chez lui, il y avait une alarme. ils ont C'est fait. impressionnant. C'est comme Tom Cruise. Et c'est ça. C'est incroyable. Ils en font encore des blagues. Ceux qui ont volé des blagues, là, ils en font encore des blagues sur Fou. le fait qu'ils aient volé des blagues. Ça, c'est faux pour moi. Ça, Et c'est- ils ont des rires. Ah ouais? Et je te jure qu'ils ont des rires. J'ai un pote là qui m'a appelé il y a 2 jours. Il m'a dit, j'ai vu, on va dire son nom, on s'en fiche. J'ai vu Gad Elmaleh. Ah oui, c'est un grand voleur. Lui, on Il m'a dit, j'ai public. vu- T'as vu comment on peut- Poseidon s'est réveillé? Et attends, je t'explique l'histoire. Poseidon déteste Je Gad t'explique- je Elmaleh. t'explique l'histoire. Po. Je peux t'appeler Po? Ouais. Ok. Je peux t'appeler Po? Ok. Tu vas pas me frapper? non, non. Ok. Parce que t'es plus fort que moi, ça se voit. Puis maintenant, Alors, il est je fâché. Alors, je pose la question maintenant. Il me dit, ouais, j'ai vu Gad dans un comedy club. Il est arrivé sur scène et juste avant lui, il y a un humoriste, un jeune qui cartonne. Il retourne la salle. Tu sais, genre un Charles Brunet. Nice, tu nice, vois, nice, genre, ouais. tu vois, le mec, il arrive jeune et il déchire tout. Il travaille fort. Et Gad, il arrive juste derrière. Et tu sais comment c'est passer après quelqu'un qui vient de cartonner. Tu sais. Et il arrive, il fait je respecte le travail. On va l'appeler, je crois que c'était Mourad, je sais plus. Bref, on va l'appeler comme ça. Je respecte le travail de Mourad, petit jeune là, comme ça, qui travaille, qui retourne la salle, qui est super drôle. Il travaille fort, je sais qu'il travaille fort. Il écrit tous les jours. Il répète, il va jouer dans tous les comédie clubs. Je respecte le travail. Mais des fois, je me pose la question parce que c'est tellement facile d'aller juste faire comme moi et copier des blagues aux États-Unis. OK, c'est un peu drôle, mais fuck lui. Parce que... Et là, il prend les rires de toute la salle. Ouais, il s'en fout, hein? Il s'en bat les couilles. Ici, ça marche pas comme ça. Il s'en bat les couilles. Non, non, non. Ici, ça marche pas comme ça. Bah, Gad, il rentre plus déjà au bordel. Fuck, là, il va pas rentrer dans le bordel. Il rentre pas au bordel. Non. tu vois. Et je fais une ligne sur Gad dans mon passage au prochain stand-up. Oh, good. Je te jure, j'écris mon numéro et je dis, je peux vous faire même du stand-up en polonais pendant mon show. Et du coup, je parle en polonais, je fais ja mówię bardzo dobrze po polsku, ale nie bardzo dobrze, może tylko troszeczkę. Et là, les gens rigolent pas, je fais, vous rigolez pas. Mais ce que je viens de faire, c'est un tube de stand-up en Pologne. C'est du Martin Matt, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment du Martin Matt. Ah tu ouais? vois. Sauf que moi, je suis pas aussi con que Gad, tu vois. Si je copie quelqu'un, je le copie dans une langue qu'il va pas comprendre, tu comprends? Ça, c'est bon. Et c'est Charles Deschamps qui me donne cette blague. Ça, Et c'est- ouais, je c'est- l'enregistre. Alors, je sais pas s'ils vont la garder au montage vu qu'il y a du name dropping, tu vois, je sais pas. Mais en tout Ouais, cas, c'est ça qui est fucked up avec le système. Il y a des gars comme Mike qui s'en foutent t'es qui. Quand tu fais quelque chose de mauvais, il va te le dire. Mais il y a d'autres qui sont comme « Oh, j'ai pas de problème, tu sais, Gad a beaucoup de pouvoir. » Fuck that. je m'en fiche complètement. La blague était drôle.
La blague était drôle, je l'ai faite. Et en plus, c'est pas n'importe qui me la donne, tu vois, parce que je sais pas si tu fais ça, mais de temps en temps, quand il y a des trucs un peu importants, j'aime bien envoyer à 1 ou 2 personnes mes numéros pour que... Moi, je les écris jamais. Ça arrive en français. Ouais. Quand je veux faire quelque chose, ils me demandent une texte. Ça, je déteste ça. Je déteste aussi, mais À t'es cause obligé. que je vais jamais dire le joke exactement de la même manière, de la même façon, parce que ça dépend quel joke j'avais dit avant, ça change, ça flow, ça dépend du public et tout ça. Alors, je déteste les écrire, mais il y a fort chance que je vais parler avec Mike. Il y a fort chance que je vais dire, hey, qu'est-ce que tu penses? Je peux faire si c'est quelque chose d'important. Sinon, des fois, je bounce avec lui. Ouais. Ou il y a d'autres humoristes qui me donnent des choses, des fois, gratuitement. Comme Ouais. elle le fait gagner, puis je pense, Perizzolo, quand on était au bordel, ça fait quelques semaines, elle le fait gagner, c'était lui l'animateur. Alors, il a vu une de mes blagues, puis il m'a dit, yo, deuxième show, parce qu'il y avait 2 shows, dis ça après, Ouais. parce que tu peux faire une callback ici, puis ça a Ouais, marché, c'était quelque chose c'est de bon. fou, hein. Ouais, Ouais. puis j'étais comme, oh, j'avais même pas pensé à ça. Ouais. Puis c'était quelque chose, lui, il voyait, puis il était frustré que j'avais pas vu. Il dit, yo, t'as une fucking. Ouais. Essaye-le, puis j'avais essayé, puis ça marchait. Alors ça, j'aime. Mais moi, je Comme ça. suis super ouvert à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien aller jouer sur les shows, parce que les humoristes, après, On se parle. on se parle. Et la blague la plus forte de mon 40 minutes en ce moment, bah, c'est même pas moi qui l'ai sorti, c'est JC Surette. Je vois. Ah ouais? Mais oui, on répète. Il était pas sous? Non, même pas, même pas. Qu'est-ce qu'elle a... Tu me mets une réputation de malade. Non, je le niaise tout le temps parce que j'avais dit quand il boit pas, c'est le meilleur écrivain. Et Lui, il écrit fucking très bien. Et il m'a sorti la blague ma meilleure blague, celle où je prends 80% du temps des claps. Oh, dude, je te dis, il est un très bon. Moi, je donne pas des compliments quand je pense pas que c'est vrai. Lui, il est fucking très bon. Et puis, des fois, il passait des mois où à chaque jour, il y avait comme quelques heures qu'il voulait juste écrire. Il remplissait des cahiers. Mais Il remplissait des cahiers. Comme lui, il peut vraiment, vraiment sortir du stock. C'est vraiment ça le secret. Ouais. Le secret, c'est d'écrire le plus possible. Parce que, tu sais, c'est de la statistique. Sur tout ce que tu vas écrire, et il va y avoir du bon. La majorité va être de la merde. C'est sûr. C'est comme ça que ça marche. Mais Mais tu dois vas trouver tester. quelque chose, ouais. JC, c'est l'un des humoristes qui joue le plus. Ouais. Et moi, des fois, il m'écrit pour pop-up dans une de mes soirées, genre l'après-midi. Il me dit, j'ai des trucs à tester, sachant qu'il a 2 soirées après. Tu sais, il a 2 shows après. Ouais. Il va venir à la mienne pour essayer ces trucs parce qu'il sait comment ça marche. Mais tu as besoin d'être comme ça. Tu as besoin de plein de qualités maintenant, comme stand-up. Tu as besoin de travailler, de savoir comment écrire, de savoir comment parler au monde, de faire ta propre PR, d'être Ouais. sur l'Internet et tout ça. Ouais. Il y en a plein de... De savoir connecter aussi avec le public, de savoir connecter aussi avec les autres humoristes. C'est vraiment un travail d'ensemble. Maintenant, je vais te dire, je suis un peu un rescapé. Moi, j'en profite. Tout ce qui se passe là, je le vois même pas comme une charge de travail. Même Instagram, je le vois pas comme une charge de travail. Instagram, je vois comme une charge de travail. Moi, je le vois comme du plaisir. Ouais. Je le vois vraiment comme du plaisir. Non, moi, ça m'énerve parce que j'aime pas la pression où c'est comme, pourquoi t'as pas posté? Tu dois poster quelque chose? Non, c'est comme, fuck, je dois poster. OK, je vais poster. C'est ça que j'aime pas. Toi, t'es un rebelle, toi. Toi, t'aimes pas qu'on t'oblige. C'est ça. Tu vois, vraiment, toi, tu veux pas qu'on t'oblige. Ça, c'est l'ADN grec. Ouais, mais ouais, c'est ça. N'importe quoi. Si tu m'obliges... C'est ça. Non. Ouais. Tu dois Même boire si de t'en l'eau. as envie à la base. Ouais, tu dois boire de l'eau. Quoi? Ouais. Je dois boire de l'eau? Tu sais, ça fait 3 jours que je marche dans ce désert. Mais parce que tu m'as dit que je devais boire de l'eau, je vais mourir. Ouais, c'est vraiment... je sais que je suis comme ça. C'est- Les Québécois sont comme ça aussi. C'est pour ça que je m'entends bien. C'est des rebelles. Ah ouais? Ouais, bro, des Québécois? C'est des rebelles, man. Tu essaies de dire quoi faire, ils vont rebeller, ouais. Sérieux? Ouais, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, Ok. Mais toi, t'es né ici. ouais, je suis né ici à Montréal. Ouais. T'es né ici à Montréal. Ouais. Ok. Mais t'es anglo à la base, parce que c'est ça qui m'a un peu... Ben, écoute, je sais marqué. pas si je suis anglo. Je suis anglo... Comme si tu regardes de loin, tu dis, c'est lui, un anglo. Ouais. Mais l'école, quand j'étais petit, c'était en français. Ok. La langue maternelle, je pense, si tu regardes mes papiers, c'est français, Ok. je pense. Ouais, c'est ça qui est écrit ici, langue maternelle. Chez moi, on parlait grec, parce que ma mère Ouais, était grecque. c'est ça qui m'a perturbé, parce que la première fois que parce qu'on s'est rencontrés sur mon show, Ouais. au Théâtre Sainte-Catherine, et la première fois que t'as joué, tu disais en fait que c'était tes débuts en français. Ouais. C'est pour ça que j'étais... Pour moi, en fait, quand t'es à Montréal et que c'est la première fois que tu joues en français, ça veut dire qu'avant, tu jouais en anglais.
Mais c'est ça, je jouais en Ok, anglais. ok. Je joue en anglais pour 10 ans maintenant. D'accord. Ok. C'est pour ça que je t'avais dit, comme quand le monde est comme « Oh, fuck, c'est fort, c'est drôle. Tu sais, Ouais. fais plus. » Je dis « Oui, c'est fort, mais c'est pas à cause de mes habiletés en français. C'est fort parce que j'ai de l'expérience C'est pendant exactement 10 ans. comme ça se voit. C'est quand t'es monté la première fois que t'as dit c'était tes débuts en français. Tu sais. Mais c'est pour ça que j'essaye d'expliquer non, en français. Parce qu'ils ont « Oh, shit, j'ai jamais vu quelqu'un de ses premières fois. Il est fort. » comme c'est à cause... Écoute, c'est 10 ans d'expérience. Ouais, C'est juste les premières fois en français. Ben, j'avais aussi ces mêmes retours par rapport au fait que j'étais à l'aise sur scène. Je dis pas que mon stand-up était hilarant au début. Mais tu parce que faisais ça déjà, alors t'avais... c'est ça. Puis ça, c'est une grande partie. Je D'être savais, à l'aise. calme, à l'aise sur la scène. Tu peux pas apprendre ça à quelqu'un. Il Non. doit apprendre par lui-même. Exactement. Maintenant, j'ai un open mic le mercredi et je vois les gens qui montent pour la première fois sur scène. C'est quoi le... Mercredi avec Radi, Mercredi avec Radi, c'est pas où je t'ai venu. la marche à côté. Ouais, la marche à côté. Ouais. Ou c'était une lundi que j'avais fait avec toi. L'abattoir. L'abattoir, ça c'était fun. Où le monde te boue. T'as eu, ouais. Oh, lui, c'est drôle parce qu'il rentre juste avant que moi je vais sur la scène. Puis tout le monde commence à me bouer. Ouais. Puis il est comme, yo, qu'est-ce qu'il a dit? As-tu fait quelque chose avant ça? Puis le monde le déteste. Ben là, il a juste dit que c'était le pote de Poséidon. ouais, mais c'était fun comme concept. Il a dit que c'était son pote. T'as aimé le concept? Ouais, c'était cool, mais je savais pas c'était ça le concept. Ok. Parce que j'étais arrivé en retard ou Ok. quelque chose, puis là, j'étais un C'est- peu mêlé. C'est l'abattoir, c'est Jean-Michel Elie maintenant qui l'organise. ça. Ouais, moi, je suis un peu sorti de ça parce que je voulais organiser mes soirées. Donc, je leur ai dit que ils pouvaient continuer tout sans moi. Et ils ont remplacé ma présentation par Dominique Babin et Chaco. Mais Ok. la soirée existe toujours le lundi. À la Ok, marche à good. côté. Ouais, la marche à côté, il aime ça faire des soirées d'humour. J'en ai Oui. fait 2 ou 3 là-bas. Bah, écoute, il y a la soirée le lundi, l'abattoir, qui est organisée par Erica Suarez les vendredis, je le pense. groupe Théâtre, voilà. Ouais. Le vendredi avec Erika Suarez. Moi, j'y suis le mercredi. Et le mardi, en alternance, il y a un Français qui s'appelle Fabrice Gaudria, plus le tiers-lieu qui font animer la soirée par Sarah Boulet. Donc, il y a 4 ou 5 soirées. C'est bientôt rendu un comédie club, là, la C'est marche à côté. Pas comment moi je suis excité quand je... Parce qu'en anglais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas assez ici en anglais. Alors maintenant que je fais ça en français de plus en plus, je fais plus en français maintenant Oui. que en anglais. Ah, mais j'ai une bonne Beaucoup nouvelle plus. pour toi. À partir du 5 octobre, je vais lancer, enfin, c'est Gab Dagenet qui lance la soirée, qui m'a proposé l'animation et la chronique en alternance. On lance une soirée bilingue. Oh, shit! Ouais, donc tu pourras t'amuser en anglais et en français si tu Non, veux. si c'est bilingue, je vais le faire en français. Bah, tu viens quand tu Ouais. veux. On a commencé le booking et on fait des listes normales pour des gens Ah, qu'on a envie d'inviter et t'étais dessus. Donc, Oh, écoute, moi, c'est juste si mon horaire est... Si j'ai rien, moi, je viens. c'est sûr. ça va être le mardi soir, ça va être tous les mardis au Les Brasseur. mardis, c'est un peu difficile pour moi parce que des fois, on a tout drink minimum avec Mike, on Ah, ok. enregistre et tout ça. Ok, Mais ok. des fois, on le fait lundi. Ok. On le fait pre-record. Ok. Alors, mais... Bah, je écoute, t'enverrai des dates envoie-moi des potentielles, dates. Si voilà. je peux le faire, moi, je suis là, c'est sûr. Vous venez d'assister à un booking en direct, voilà comment ça se passe. Ouais, c'est vraiment Dans comme le milieu ça. de l'humour, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Genre, Ouais. on est dans les coulisses, hein, et on dit, hey, tu fais quoi mercredi ouais, c'est dans 2 vraiment semaines juste ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me disent, mais comment tu fais pour avoir les humoristes dans ta soirée? Je demande. Tu demandes et c'est quand on se rencontre. Des fois, on envoie des messages sur Instagram parce Ouais. qu'on pense à attendre, mais c'est très souvent des gens qu'on a soit rencontrés, soit qu'on connaît. Ouais. Ouais, c'est très rare. Ça m'arrivait au début parce que je connaissais personne d'envoyer juste des propositions à des gens que j'avais jamais rencontrés. Et... Ouais, nous, on s'est rencontrés à cause de Thomas. C'est Thomas. Ouais. Thomas, il fait rencontrer tout le monde de l'humour. C'est lui l'industrie en fait. Tout à l'heure, on se demandait qui est l'industrie. Dans 5 ans, ça va juste être le VAC show. Tu fais du Levac? Ouais, je fais Ouais, du stand-up. Ça va être ça, parce qu'il Ouais. gère tout le monde. Il y a une open miceuse qui s'appelle Emma qui a joué 2 fois maintenant dans ma soirée. C'est Thomas qui a été sur son podcast à elle, qui lui a dit envoie un message à Radi. Il m'a fait rencontrer aussi Philippe Audrey. Puis maintenant, vous êtes des amis? Bah, ami, c'est bien un grand mot, mais on se croise de temps en temps. Et il était venu jouer 2 fois à mes soirées, tu vois. Donc, c'est Thomas. Tout ça, C'est lui le puppet c'est master. le parrain. Fucking Thomas. The Godfather. Alors, toi, t'es parti de Paris, t'allais en Pologne, puis t'as arrêté le stand-up, bien sûr. Tu vas pas faire du stand-up en... J'ai arrêté le stand-up. J'ai arrêté l'humour. Je pouvais plus regarder un show d'humour pendant 15 ans. Tu voulais pas, t'étais fâché? J'étais fâché, frustré. C'est à cause que t'as vu le succès que Gad avait avec des jokes volés? Ça, on le sait depuis longtemps. On le savait Ouais. depuis longtemps. Mais quand ça a explosé, on a même. je vais le dire, mais je sais même pas si je dois le dire en vrai. Tu vas le dire, bro. Si tu vas le dire, c'est au Frenchcast que tu vas le dire. Man, quand je suis arrivé ici à Montréal après 15 ans, c'était genre 4 ou 5 ans après les histoires de Copy Comic. Ouais, ouais.
Il y a un humoriste, un très bon ami, qui est maintenant en France, qui joue en France, et qui m'héberge chez lui pendant quelques semaines, quelques mois. Et on commence à sortir la blague de... Radi, est-ce que c'est toi, Copy Comique? Parce que tu connais tous les humoristes là, du Jamel Comedy Club. T'étais pas dans le game pendant des années. Tu gères le montage, les sous-titrages, les ci, les ça. T'es très réseaux sociaux, etc. Et moi, comme un con, je sais pas. Peut-être, tu vois. Je joue la carte du doute. C'est parti dans un doute qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Il pense que c'est toi? Il pense que c'est moi, mais sous la blague, tu vois. Et plein de fois, on passait des soirées ensemble. Il fait, maintenant, tu vas me dire la vérité. Et après ça, ce sera sûr et certain, tu peux pas mentir. Et je faisais toujours planer le doute. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi, mais... En même temps, si c'était moi, je te dirais que c'est pas moi, tu comprends? Donc, et ce truc-là est resté. Mais Non, moi, je pense que Copy Comique, il est en France. Il est en France. Ouais. Il est en France et je pense que Copy Comique, il est seul, mais il se fait aider. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont plusieurs. Ouais. C'est sûr qu'il se fait aider. Il se fait aider par même des humoristes qui l'ont dit qu'il l'aidait. Puis je trouve ça cool que dans un système où ils supportaient les voleurs, on va dire, qu'avec des gens qui disent comme non, ça c'est pas bon. Ouais. Mais le pire, c'est que ces voleurs-là, ils ont porté plainte contre lui. Ouais, j'en ai entendu parler. Ça fait 1 an ou 1 ou 2 ans ou quelque chose. Pour vol. Pour vol. Pour vol de propriété intellectuelle, parce qu'il met des passages de leur spectacle Qui est volé. Qui sont volés. Il y a un humoriste qui s'appelle les couilles de voler quelque chose. Puis... Naïm Lesgag, qui a joué au bordel en plus il y a 1 an et demi ou 2 ans. Il a un passage sur cette ironie, sur ce sarcasme, sur ce cynisme de Gad qui porte plainte contre Copy Comique pour vol de propriété intellectuelle. Son passage, c'est un petit bonbon. Je vous conseille d'aller voir. Quoi son nom? Naïm Lesgag. Naïm Lesgag. Naïm Lesgag, si je vais être sûr de son nom. Naïm Lesgag, ouais. Lesgag, L-E-S comme Naïm Lesgag. Non, Naïm. Attends, je vais. Ça c'est un fucking ouais, cool non. name. Parce que si tu le tournes un peu, ça fait Naïm Lesgag. Naïm, ça vient d'où? Naïm, c'est maghrébin, ça doit être algérien ou marocain. Ouais, Naïm Lesgad. Lesgad. Ok. Naïm Lesgad, il a un passage qui dure 2 minutes sur... il compare ça à un pédophile qui essaye de se justifier, tu sais. C'est énorme. Je vous le conseille. Mais il est beau. Mais c'est ça. Non, il compare ça à un pédophile qui porte plainte contre l'enfant pour son limbago. Parce que, non. parce que tu sais, il était trop bas. Ouais, tu vois. ça c'est drôle. Mais c'est fucking drôle son passage. Mais lui, il a énormément de talent. Il est sur la lignée, je sais pas si tu connais Dieudonné. Oh ouais. Il est sur cette lignée-là, en fait, d'humour, c'est très, très corrosif, qui pique. J'aime ce type d'humour-là, parce que moi, je fais du gallows humor, du humour noir, ou whatever ils vont dire. C'est ça. Mais ce gars-là, Dieudonné, j'ai entendu parler parce qu'apparemment, lui, je pense, le monde ne le laissait pas rentrer dans d'autres pays. Il s'est fait... Dieudonné, il s'est enfermé dans des histoires. Il a mélangé à un moment donné. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour en parler, mais en tout cas, je vais en parler avec les informations que j'ai. Ouais. C'est un humoriste de l'avis de tous. Il a fait l'unanimité. C'était l'humoriste le plus talentueux de France. Ouais, j'ai entendu parler qu'il est excellent. Un spectacle par an. Si tu me parles de comédien et d'acting, de jeu sur scène, de charisme, de présence, il n'y avait pas mieux que lui. Tout le monde, tous ceux qui l'ont descendu après, tu retrouves des vidéos de ces mêmes personnes qui disaient c'est le numéro 1, c'est notre père à tous, c'est tout le monde. Même les humoristes après qui ont rempli des centres belles, l'équivalent des centres belles en France, tu sens qu'ils s'inspirent même de certaines mimiques, de certaines techniques d'écriture de Dieudonné. Ça, c'est un fucking bon nom, Dieudonné. Dieudonné, mais... Bro. Mais même dans le cinéma, quand il faisait une apparition dans un second rôle dans le cinéma, il crevait l'écran. On se souvenait plus de ces scènes à lui que des scènes du rôle principal. À un moment donné, il mélange un peu humour et politique. Il crée un parti politique et là, il s'embarque dans des histoires. Il fait un sketch qui passe très mal à la télé où il est déguisé en colon. C'est quoi ça? En colon juif. C'est quoi une colon? Un colon juif, c'est les orthodoxes extrémistes. Tu veux dire comme les Hasidiques? Ouais, c'est ça. Avec c'est les... ça. Ok. Et il fait un sketch comme ça qui passe très mal à la télé. Le sketch n'était pas drôle, pour dire la vérité. Pas drôle. Sauf que
il y a toute un lobby, ou je sais pas comment dire ça, mais il y a toute une partie des médias qui s'acharnent contre lui. Et lui, À cause du sketch. à cause de ce sketch, et qui voulait sa peau depuis un moment, tu vois. Donc ils ont utilisé peut-être ce sketch-là. Il aurait pu s'excuser et dire c'était un mauvais sketch. Désolé si comme ça arrivait à beaucoup d'humoristes. Désolé si j'ai blessé les sensibilités de qui que ce soit. C'est pas Mais mon but. c'était-tu que c'était pas drôle ou c'était agressif? Non, c'était pas drôle, et il finit par un high, je sais pas quoi, tu vois. Ça, tu vois, le sketch Un est peu hack. un peu malaisant. OK. Un peu malaisant, un peu awkward, tu vois. Il pouvait se sortir de là juste en disant ouais, j'ai mal fait, je m'excuse, et derrière il y a un vrai combat contre lui, et lui ça l'arrange parce que du coup il va regrouper derrière lui tous les gens qui sont en France. Le conflit israélo-palestinien, ça cristallise beaucoup les gens. Ouais, ça cristallise parce que il y a vraiment je vais pas dire que c'est transposé, mais presque. Parce qu'il y a une forte immigration, il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup, tu vois, et même... Ah ouais, c'est vrai. ouais, la communauté juive, elle est en France depuis... Il y a une histoire aussi en France qui fait que c'est des sujets qui sont pas nécessairement faciles à traiter, et que si tu le fais, il faut vraiment être un génie de l'humour pour faire quelque chose de drôle avec ça. Donc, à part si tu es un génie, ne te hasarde pas à mettre le doigt là-dedans, parce que tu vas cristalliser, tu vas blesser des gens, et on fait pas de l'humour pour blesser des gens. On peut faire peut-être de l'humour pour faire réfléchir les gens, pour aller les chercher dans des émotions, mais les blesser pour les blesser... Oh, là, ça, c'était vraiment une sketch qui blessait le monde. C'était un sketch qui a blessé le monde, mais c'est tout ce qui s'est passé après qui a blessé le monde et qui a exacerbé les tensions. Du coup, il s'est retrouvé au milieu d'un pro et les anti-Dieudonné. Et c'est devenu la figure d'un combat que beaucoup avaient avant, mais c'est devenu leur représentant. Donc, le combat de quoi? le combat, tu sais, tout ce qui se passe en Israël et en Palestine. Ouais. Il y a des gens qui sont pro-palestiniens, des gens qui sont pro-israéliens en France et partout dans le monde. Puis lui, il est rentré Et dans ça? lui, c'est devenu la figure emblématique des pro-palestiniens et anti-sionistes, etc. Oh, shit! Tout s'est mélangé, et c'est devenu on le qualifiait même plus d'humoriste. À un moment donné, on le qualifiait de polémiste. C'était devenu... Moi, je suis pro-Taliban. J'ai devenu le gars pro-Taliban. C'est d'où la barbe que tu laisses. Ouais. C'est moi qui contrôle leur Twitter. Tu vas avoir des problèmes. Peux-tu imaginer si c'était... Ouais. Pourquoi t'es pro-Taliban? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah moi, je peux te donner 1 million de raisons pourquoi pas, mec. À commencer par mes sœurs, tu vois, tu vas te calmer. Ah, mais shit, il est rentré dans ça. Il est rentré, il a mis le doigt là-dedans, et il s'est enfermé dans un combat. D'ailleurs, quand on lui a demandé de faire des excuses, il a écrit un spectacle qui s'appelle Mes excuses, sauf qu'il arrive au bout de... Non, attends, nice, tu vas voir. Il arrive au bout de 2 minutes sur scène, et il leur fait Mes excuses. Dans ton cul, mes excuses. Et là, ça a été... Ça, c'est cool aussi. Ça a été le début... Ça a été le spectacle qui l'a définitivement sorti des médias. C'était-tu drôle? Son spectacle? Ouais. Si tu sors le côté un peu agressif et un peu genre j'en mets plein le dos sur les juifs, bah le mec est drôle. Oh, il continuait, il juste contre... Ah ouais, ça est devenu racial, c'est juste contre les... Ouais. Mais le mec, tu peux pas lui enlever son talent d'humoriste, il est drôle, tu vois, il est drôle. Mais tu vois, si ça sert un message qui est trouble, ou la période elle est assez compliquée comme ça pour en rajouter, tu vois. Fuck! Tu vois, à un moment donné, je l'ai perdu. Tu vois, je l'ai plus suivi parce que ça me correspondait plus. Tu vois, le côté un peu, je lutte contre les médias, contre le discours unique. Cool. Ça, c'est cool. Mais quand tu sens que tu es dans un truc, tu m'embarques dans ton opposé à toi, parce que tu combats un extrémisme, mais toi, tu deviens un extrême toi aussi, ça m'intéresse plus. Ouais. Donc, je l'ai lâché à ce moment-là, et tu pouvais même sortir des blagues très drôles avec tout ton talent, ça m'intéresse plus. Donc, et c'est là qu'il a perdu beaucoup de gens. Puis c'était juste contre les juifs? Beaucoup. Il rigolait. Au début, dans ses shows, il a écrit un show qui est incroyable. Il niaisait jamais les Algériens? Il niaisait tout le monde. OK. À la base, il niaisait tout le monde. Il a un sketch sur le 11 septembre. Pour moi, c'est l'un des meilleurs sketchs sur le terrorisme qui a jamais été écrit. OK. Qui s'appelle, dans le spectacle, qui s'appelle Le divorce de Patrick. C'est un show qui doit avoir 20 ans maintenant, ou 15 ans, je sais pas. Mais qui est excellent. Et il tape sur tout le monde. Il tape sur... il y a un sketch qui s'appelle La fine équipe du 11, tu vois. Et là, il fait le briefing d'avant 11 septembre. Tu sais, il parle à tous les acteurs, tous ceux qui vont aller s'exploser, machin, et il se fout de la gueule de tout le monde.
Sauf qu'à un moment donné, eh ben, il s'enferme et il commence à avoir juste une cible. Et ça, c'est Ouais, ça, c'est bizarre. peut-être pas juste une, mais à 90%, ça tourne autour de ça. Et voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et en France, eh ben, voilà, il a plus sa place dans les médias, on l'invite plus, etc. Parce que ça crée des choses derrière. Il fait-tu de l'humour maintenant ou il est devenu vraiment comme politicien? Non, il a toujours fait de l'humour. On l'a interdit, comme tu as dit, on l'interdisait de salles. On l'interdisait dans les salles. C'est ça que je me souviens qu'il y avait une humoriste, c'était lui, qui n'était pas... il n'avait pas le droit de rentrer dans certains pays ou quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas faire sa tournée. Mais ouais, c'était ça. Et là, il lui a annulé ses salles. À un moment donné, il a loué un bus. Et il faisait ses shows même en dernière minute. Il a annoncé aux gens en dernière minute et le show se remplissait en 1 heure. Ensuite, il a joué dans un bus qu'il avait acheté ou qu'il avait loué, je ne sais pas. Il jouait même devant les théâtres où il était annulé et c'était aussi plein. Voilà, il est vraiment rentré dans un truc de victimisation, un peu rebelle, un peu anti-système, un peu anti-tout. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de lui parce que malgré tout, avant qu'il rentre là-dedans, c'est vraiment un humoriste de talent. J'aime que c'est un rebelle, mais s'il devient politique, un politicien, puis... il s'était présenté à des élections même. Il avait même un parti politique. Enfin, il s'était présenté à des élections et il soutenait où il avait un parti politique. Ça devrait être compliqué après. Ouais, ça devient compliqué parce que... Tu peux pas niaiser tout le monde. C'est ça. Tu prends parti et ça c'est... J'aime les gens qui font de l'humour engagé. Il y a des très bons humoristes qui font de l'humour sociétal et qui nous font réfléchir sur la politique, sur les faits de société. Et je trouve que c'est un super truc. Et heureusement qu'il y a des humoristes qui font ça. J'aime l'humour noir. Ouais. Mais les attaques et utiliser l'humour pour légitimer de la méchanceté ou de la haine, ça m'intéresse plus. Mais non, dès que ça devient dégueulasse comme ça, c'est plus drôle. C'est plus drôle. Tu commences à sortir du stand-up. Ouais. De l'humour, on va dire. Ouais. Parce que ton but, c'est pas de faire les gens rire. Moi, je dis plein de choses fous, mais avec le but de faire le montrer. Moi, je dis jamais des choses pour que quelqu'un déteste son voisin à cause de moi. Moi, j'aime pas ça. L'un des humoristes qui m'a fait me rendre compte que j'aurais jamais le niveau pour faire ça, c'est George Carlin. George Carlin, c'était pas du stand-up, c'était des conférences qu'il faisait. Ouais, après, de plus en plus qu'il est devenu vieux, c'est devenu ça. C'est devenu ça. Ouais. Mais le mec, tu sors d'1 heure et demie de son show, tu réfléchis. Tu remets ta vie en question. Mais moi, puis j'aimais Carlin, mais moi, les plus nouveaux choses qu'il avait faites, c'est les plus avant qu'il meure, les plus latest spécial. J'aimais pas trop parce que il manquait de l'humour. C'est ça. Il n'y en avait pas assez. Il y avait pas assez de vraiment politique. Il n'y avait pas assez de blagues, tu vois. Ouais. Il provoquait plus les claps, les applaudissements que les fous rires. Ouais. Tu comprends? Mais à un moment donné, tu sais, je pense qu'il n'avait plus rien à foutre à la fin. Tu vois, il voulait juste, non, je suis avec lui. Like, fuck that. Il voulait juste balancer ce qu'il avait à balancer avant la fin. Il sentait la fin venir. Au début, il y avait ce truc-là. Il faut que je sois un entertainer. Tu vois, il faut que je vende des billets. Il faut que je sois fucking drôle. Mais à la fin, quand il savait qu'il avait ses 5000 ou 6000 billets vendus par show, il disait je vais leur dire exactement ce que je pense. La vérité. Voilà, la vérité. Je vais délivrer mon dernier message avant de disparaître. Et il a bien fait ça, tu vois. Ouais. OK, alors toi, tu avais parti. 15 ans, ça faisait 15 ans que tu faisais pas de stand-up. Tu étais en Pologne. J'adore parler d'humour. C'est ça. Incroyable. Moi aussi. Je te jure. Alors, en Pologne, tu travaillais, puis ça te manquait pas? Du tout, tu as dit que tu t'es parti puis tu voulais rien faire avec le stand-up. Je me suis construit une vie dans laquelle j'avais pas le temps de réfléchir à ça. J'avais des sociétés, j'avais des compagnies, j'avais des business. Je m'occupais de ma famille. J'ai aussi profité parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai aussi profité, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. Je me suis des belles voitures, des maisons, etc. Et je m'interdisais de penser à ça parce que ça me faisait mal en fait. Ça me faisait mal. J'étais dans une vie qui n'était pas la mienne. J'ai même rencontré quelqu'un, on s'est même installé ensemble. Et comme je me mentais dans un truc qui n'était pas moi du tout, eh ben, le résultat, il ne pouvait pas être différent que non. Tu sais, tu arrives au bout de ton mensonge et tu te dis, bah non, tu vois, c'est pas ça ma vie. C'est quoi ta vie alors? Comment tu veux être heureux? Parce qu'à un moment donné, tu sais, les gens changent soit parce qu'ils ont une prise de conscience par eux-mêmes, et ça, franchement, je les respecte, ou soit parce qu'ils vivent un choc, un traumatisme, et ils disent, il faut que je change parce que ça peut pas être comme ça ma vie. Moi, j'ai vécu, c'est la deuxième option. J'ai eu une rupture qui a fait que
J'ai réfléchi, c'est bête, tu tapes juste sur Google comment être heureux. Et là, tu commences à remettre ta vie en question. C'est juste ça que t'as fait? C'est juste ça que j'ai fait. T'étais pas heureux? J'étais pas heureux. Et t'avais la famille, t'avais... Non, tout le monde était loin. Pas d'amis, pas de famille. Peut-être c'est ça aussi. Mais tant mieux, parce que cette période-là, j'étais seul dans un pays inconnu, j'avais perdu tous mes amis, j'avais perdu tu sais, tous les repères, et il fallait que je prenne une décision, et j'ai pris la décision de vivre la vie que j'avais envie de vivre depuis que je suis gamin. Tu sais. Et ça, c'était l'humour. Et j'ai eu un choix à un moment donné à faire. Le choix, je l'avais fait, revenir à l'humour. Mais de quelle manière? Soit je pouvais repartir à Paris, le confort. Ma sœur qui vit à Paris, tu sais, je m'installe avec elle et je fais mes histoires. T'as des amis. Puis... J'ai des gens avec qui j'ai commencé qui ont maintenant, qui ont maintenant réussi. Et ils sont loin dans le stand-up. Des gens avec qui j'avais fait même l'émission le Jamel Comedy Club, qui faisaient mes premières parties. Je faisais leurs premières parties, qui sont devenus des big stars de l'humour. Soit je venais à Montréal, la deuxième place en termes de nombre de l'humour, mais la première place pour moi en termes de stand-up francophone. On est proche de New York. Vous connaissez le stand-up depuis avant. Vous avez la culture aussi de l'écriture, du stand-up. Il y a l'École nationale de l'humour ici. Puis on a les femmes beaucoup plus belles. Ouais. On m'en parle pas là, je suis dedans là en ce moment et je peux te dire que ça, ça marche. Et commence pas à 5. Non. et donc je fais ce choix-là de venir à Montréal. C'est pas le choix le plus facile parce que quand j'arrive, je connais personne. Je sais pas où je vais m'installer, je sais pas où je vais vivre, je sais pas comment ça va se passer. Et j'arrive 2 jours après, c'est le lockdown, c'est le confinement, tout s'arrête. Mais dans ce mal-là, il y a un bien. C'est fou. Non, mais en vrai, les gens me disent, mais t'es fou, machin, comment ça... Mais moi, égoïstement, le confinement, ça a été cool pour moi parce que les humoristes avaient plus rien. Du coup, ils ont eu le temps pour moi. Ouais. Donc, j'ai pu chiller, rencontrer des humoristes, parler avec eux. Là où, par exemple, si ça avait été la même activité que maintenant, jamais. Tu sais, tu vas les voir après le show ou avant le show ou entre 2 shows, ils n'ont pas le temps pour toi. Ouais. Là, j'ai pu parler avec eux, passer des bons moments avec eux, rigoler avec eux. Ils ont pu me dire, ah ouais, Radi, etc. Je me souviens, j'ai vu ton truc là il y a 15 ans, etc. Quand ça va réouvrir, je vais t'inviter à ma soirée. Quand ça va réouvrir, nana, viens chill avec nous, on va prendre un café. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier cercle d'amis humoristes ici à Montréal, pendant le premier confinement. Et ensuite, quand ça a été l'été, que ça a réouvert, j'ai pu jouer à l'Abreuvoir, au Clébar. T'as commencé ta propre soirée après ça? Et j'ai commencé très rapidement ma propre soirée. Très rapidement. C'est le conseil que je donne à tous les humoristes qui commencent et qui se lancent et qui veulent vraiment faire leur métier. Très rapidement, donnez-vous l'opportunité de jouer, n'attendez personne. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose, à part si tu es bien backé et que tu es bien entouré, que les gens te font confiance très rapidement et te font jouer et ils utilisent leur réseau pour te faire jouer. Quand tu débarques de nulle part, que tu connais personne, très rapidement, crée ta soirée, même à 10 personnes, même avec un public de 10, même avec un public de 15, crée ta soirée où tu vas pouvoir essayer tes trucs et jouer au moins 1 fois ou 2 par semaine. Puis toi, tu as laissé toute ta famille, comme ils sont tous loin. Ah, ils sont tous loin. D'ailleurs... Puis tu as des petites filles. J'ai 2 filles, Jana et Meissa. Je leur fais un coucou. Papa, il vous fait coucou. Alors ça doit être difficile. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais tout est une question de mindset, parce que ça peut paraître un peu fou comme ça, un peu irresponsable, mais ça, c'est une motivation. C'est une vraie motivation pour le coup. C'est une motivation qui te fait oublier le doute. On en parlait tout à l'heure, qui fait que t'as pas le droit de douter. J'ai pas de plan B. Ouais, moi aussi je suis comme ça. Il y a pas de plan B. Ouais. Bien joué, Po. T'es comme ça aussi? Ah, lui, non, toi, ça se voit, il est all-in. Toi, t'as des plans B, C, D, E, c'est sûr. C'est sûr. T'as plein de plans, toi. Ouais, ils sont tous reliés à la nourriture. T'as des plans cul, surtout. C'est ça le truc. J'ai 0 plan, mon ami. Arrête. Tu sais, c'est quoi son plan? T'es sur Instagram, je te vois, t'es en train de chiner. Lui, c'est le casino ici. Puis moi, je suis comme rouge 26. Il met tout son argent sur moi, puis il dit, oh, je pense que ça va marcher. C'est vraiment ça. Ah, c'est ton espoir. Ouais. Pantélis, mon espoir, ma chance. Ah merde, c'est ta retraite. C'est une de mes dépendantes. Ah fuck. Donc il n'y a pas de plan B. Il n'y a aucun plan B. C'est une motivation d'avoir de me dire,
que je vais travailler fort pour réussir, pour faire mon trou ici, pour avoir du succès, pour pouvoir les faire venir. Parce que ma vie et ma carrière, elle est ici, à C'est 850%. sûr, ouais, À ouais. 850%. Donc l'idée, c'est que elles sont un peu Mais ton grandes. ex, à toi, elle, je pense qu'elle est continuée. Elle est peut-être avec quelqu'un d'autre maintenant. Elle s'est mise très rapidement avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, mes filles, elles ont une petite sœur. Oh, shit, OK. Alors, la famille continue, tu vois, sans toi. Alors, eux, je pense pas que ton ex-femme va vouloir venir ici. Elle a sa propre vie. Mais tes petites filles? Moi, j'aimerais bien proposer, parce que, tu sais, Montréal, c'est vraiment une ville d'artistes. Et ma Ouais. plus grande, elle est un peu artiste. Elle fait une école d'art à Paris. Donc, l'idée, ce serait de lui proposer, c'est quand je serais vraiment bien installé, de lui dire, viens Viens ici, à ouais. Montréal, tu vois. Tu vas à l'école ici, Ouais, tu ouais, peux ouais. voir. Il y en a plein d'art ici. C'est... Mais en même temps, ce truc-là de distance, c'est difficile. Ça peut même être un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes, tes enfants, etc. Mais on l'a vécu un peu pendant 8 ou 9 ans avec la Pologne. Elles étaient loin de moi aussi. On réussissait un peu à créer un rythme où on pouvait se voir assez régulièrement. Et là, on aurait pu le créer, mais avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, Ouais, ça détruit ça a été très compliqué. Mais on est en train de sortir de tout ça et très rapidement, on va recréer un rythme où on va pouvoir se voir très régulièrement. Et c'est au-delà du manque, c'est un manque qui crée une vraie motivation pour moi, pour y arriver. Puis tes amis que tu faisais du stand-up, tes amis, tes coéquipiers que tu Ouais. faisais du stand-up au début avec, Mes puis eux, tes collègues, ouais, puis eux, maintenant, ils ont un succès en France. Est-ce que tu parles avec eux puis ils disent « Hey, shit, Radi, re-bienvenue » comme... Tu sais, c'est des personnes que j'ai quittées. On traînait ensemble sur des bancs dans la rue à se dire putain, on va jamais y arriver. Putain, nana, tu vois. Et je les quitte à ce moment-là, moi. Et je les retrouve avec 300 000 followers, Ouais, avec ouais. 10 émissions de télé, avec une série à succès, avec une tournée remplie. Ils me donnent pas l'heure. Tu comprends? Ils savent que j'existe par Mais- connaissance interposée, mais ils sont arrivés à un niveau où moi, ils sont arrivés à un niveau où on est trop décalé. Moi, si je les sollicite, ils vont penser qu'il y a un intérêt, qu'il y a une demande derrière. Et eux, s'ils viennent vers moi, je fais plus partie des gens. Il y a qu'une seule chose qui va me donner du respect à leurs yeux, c'est mon niveau sur scène. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire travailler fort, leur montrer que, et peut-être que je vous ai quitté il y a 15 ans, mais ça fait 2 ans, 3 ans que je travaille fort, là, mes numéros sur scène. Je peux faire ta première, il n'y a aucun problème, tu comprends? Ouais, ouais. Et c'était aussi un peu ça le défi que je me suis lancé. Je me suis dit, je vais venir à Montréal, je vais faire beaucoup de scènes, je vais retravailler mon stand-up, je vais me remettre à niveau. Et au bout de 2-3 ans, il y aura sûrement un festival. Et ils viennent pendant les festivals, eux. Et je les inviterai à une de mes soirées. Ouais, Je ouais. performerai sur scène et là, ils vont se dire, oh le bâtard! Ah ouais, non, on pensait qu'il était mort de chez mort. Ah ouais, tu vois, juste ces quelques secondes de ah, il a bien fait le boulot. Ouais, ouais. Pour moi, ça va être mon gala juste pour rire, tu vois. Ouais, ça, c'est une victoire. C'est une vraie victoire. Tu Ouais. sais qu'un pote comme Chinois Marrant, ou Je le connais pas. il a fait beaucoup de shows ici à Montréal. Le chinois? Il dit qu'il est chinois, mais il a plusieurs origines asiatiques. Mais il se fait appeler Bunaimin, Chinois Marrant. Chinois marrant, Ouais, comme... ouais, Annoying comme, chinois. Ouais, Ouais. comme funny Chinese. Oh, funny Chinese. Moi, je pensais Funny que c'était Chinese. annoying. OK. Et avec qui on faisait des shows devant 10 personnes. Il faisait mes premières parties, je faisais Et les maintenant, siennes. lui, c'est un grand succès. Mais non, lui, Ah, il est ça, loin, c'est- il vole. Ça, c'est cool. Je suis super C'est heureux, pour lui, ouais, mais ça te rend heureux, mais ouais. oui. Il y a aussi Kian Kojandi avec qui on faisait des shows dans un café-théâtre qui s'appelle le Moloko. Et aujourd'hui, le mec, il vole. Il a fait la série Bref. Il joue dans des films, dans des longs métrages. Ça, c'est cool. C'est lui qui a placé Roman Fressinet dans la chronique sur Click TV. Vraiment, le gars du Roman- fishnet? Ouais. Oh, Ouais, shit, c'est ah c'est ouais. lui qui a connecté Mouloud Achour et Et ça, c'est et cool. Roman. Il a vraiment maintenant sa place dans le milieu. Il est vraiment. C'est quelqu'un qui a du poids. Et lui, il te dira non parce qu'il est tellement humble et c'est tellement une cool personne qui te dira non, tu vois. Mais il a fait découvrir plein de gens avec sa série. Des gens maintenant aujourd'hui qui remplissent des salles. Ça, j'aime ça. Il s'appelle Kian Kojandi. Je vous invite, si vous le connaissez pas au Québec, d'aller voir ce qu'il fait. La plupart des gens le connaissent parce qu'il y a eu le gala Bref. Le gala de sa série télé, ils l'ont fait ici à Montréal.
Et ça a été un succès. Ils ont rempli je sais plus quelle salle en 2 jours, 2 ou 3 fois. Et tu vois, c'est ces mecs-là avec qui on traînait, avec qui on a galéré. Ils m'ont vu arrêter, ils m'ont vu disparaître. Et tu sais, jouer devant eux après tant d'années et faire quelque chose de cool, tu vois. Genre, ouais, son stand-up, il est cool en vrai, tu vois. Parce que intérieurement, j'étais convaincu que tout ce que je vivais, les sociétés, la construction, la restauration, la Pologne, j'étais convaincu que ça me servirait un jour dans mon stand-up. Et là, j'ai le divorce, tout ça. Ça va te servir. La distance avec mes filles, tout ça. Ouais. Je suis persuadé que c'est une expérience de vie que je vais pouvoir transformer en stand-up et en jokes, tu vois. Fuck, bro. C'est pas fini, ton histoire est même pas proche d'être finie. Mais c'est d'autres, jusqu'à date, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand même... Mais cette année et demie, elle était folle. Ouais, quand tu regardes. C'est complètement fucké. Quand tu regardes, mec, tu vois, juste là, être là à parler avec toi. Moi, il y a 1 an et demi, je regardais les vidéos sur YouTube. Je regardais les vidéos de Mike Ward, je regardais les vidéos d'Adib, je regardais les vidéos de Mehdi, je regardais toutes les vidéos là, de Fishnet, toutes les vidéos d'humoristes québécois de la relève, tout ça, je les regardais avant de venir pour dire bah, je vais quand même voir où est-ce que je mets les pieds. Si tu m'avais dit il y a 1 an et demi, bah je regardais les vidéos de Thomas parce que je voulais connaître les humoristes, donc je regardais les vidéos de Thomas. Et si tu m'avais dit dans 1 an et demi, bah tu vas enregistrer les podcasts, machin, avec, je t'aurais dit vas-y arrête de te foutre de ma gueule. Déjà si dans 1 an et demi j'ai 3 minutes drôles là. C'est cool, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as fait le prochain stand-up, maintenant tu fais les podcasts que tu regardais, c'est comme ça, la vie est bizarre, man. Ouais. Moi, j'en ai vécu des histoires comme ça, puis je vis déjà maintenant des choses comme ça chaque jour, que je suis comme, fuck, c'est comme si quelqu'un écrit mon histoire. C'est toi qui l'écris ton histoire. C'est moi qui l'écris, mais tu te rends compte que tu rentres dans des situations, t'es comme, ça peut pas être vrai. Si je donnais ça comme une script à quelqu'un, puis ils disaient, écoute, c'est ça le film que j'ai écrit, ils vont dire c'est trop fantastique. C'est pas assez réel. Ouais, mais j'ai des objectifs. J'appelle pas ça des rêves parce que le rêve, il y a toujours un côté peut-être que ça arrivera pas ou c'est trop. J'ai des objectifs, j'ai des targets, j'ai des choses que je veux réaliser, qui sont en train d'être réalisées. C'est comme on dit, visualise, donne-toi cet objectif. Crois-y comme si c'était déjà là. Après, le comment et le quand, tu t'en fiches. Lâche prise. Voilà. Balance juste cette information. Et après, travaille pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a rien qui est impossible. S'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un qui a envie avec l'humilité, avec la plus grande humilité possible et sans prétention, tout est possible. Oh, ça c'est vrai. Vraiment. Tout est possible. Regarde Poseidon, il peut même pas écrire son nom. Et le mec, il t'en veut. Je te jure, je sais pas ce que tu lui as fait, mais il t'en veut. Mama made it. Attends, faut parce que moi, il faut mettre un peu un niveau au niveau culturel ici au Québec. Tu comprends? Moi, il y a plein de choses que je sais pas. Oh, c'est de moi que tu vas apprendre de la culture québécoise, toi. Mais toi, un petit peu. Tu vois, déjà au niveau du milieu un peu des podcasteurs, parce que je sais qu'il y a des gens il y a des noms qui tournent, des gens qui ont plus ou moins de succès, etc. Poséidon. C'est Poséidon 69, c'est ça? Ouais. C'est toi. J'ai pas envie de te manquer de respect du tout. Mais c'est toi qui est à fond dans le cul, c'est ça? Qui a quoi? Dans le sexe. Qui aime ça? Ah ouais. C'est le sexe? Ouais, le sexe. Ouais, c'était lui. C'est lui, hein? Ouais. Parce qu'on m'a dit Poséidon 69. Il y a un truc un peu nébuleux. Il faut vraiment que tu m'expliques clairement quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas, comment ça se fait. Ben lui, avant, il était comme obsédé avec les travailleuses de sexe. C'est ça? Ouais, alors il est devenu connu pour ça. Ouais. Ah ouais, j'oublie tout le temps que des fois, parce qu'en anglais, tout le monde connaît, mais j'oublie des fois que, tu sais, vers le côté français, le monde... Il entend juste les rumeurs. Ouais, c'est ça, c'est pas très lié. Mais ouais, je te dirais, c'est plutôt une addiction aux travailleuses de sexe. Une addiction aux travailleuses du sexe. Ouais. Ok, et ça, c'est devenu un truc de ta réputation. Ouais. Qui t'a fait connaître un peu. Les gens te connaissent comme ça.
il connaissait comme ça, Ouais, puis à comme- cause de son travail qu'il fait sur Tout Drink Minimum avec Mike, mais après, comme il commençait à évoluer, il commençait à faire la production, la prod pour nos podcasts. Avant, il faisait pas ça. Alors, je voulais lui donner une job qui n'a rien à faire avec le sexe. Maintenant, ça fait longtemps, quelques mois qu'il a rencontré une fille, OK. puis il a changé complètement et il n'aime plus les travailleuses de sexe. T'es devenu sérieux? Non, mais attends. Attends. Là. Regarde. Les travailleuses du sexe, c'est des travailleuses du sexe, ça va rester ça. Mais, je sais pas comment l'expliquer. C'était comme du inattendu, là. De rencontrer cette personne-là? Ouais. OK, mais c'est cool, c'est ça qui est cool. Ouais. Faut pas que ça soit... Faut Ouais. pas que ça soit... Tu sais, quand t'attends quelque chose, ça n'arrive jamais. Ouais. Ouais. Mais Quand elle, tu- c'est une prostituée. Non, c'est... non, pas du tout. Non, mais tu sais pourquoi? Parce Ça que- serait drôle si c'était ça. Parce qu'en fait, je regardais le podcast d'Erika OK, avec Thomas et elle parle de toi à un moment donné. Ouais. Et du coup, ça m'a intrigué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'entendais ton nom plusieurs fois. Moi, j'ai rien à voir, tu sais, dans ce milieu-là. tu vois. Non, c'est... Et j'entendais ton nom et je me disais, ah ouais, moi je t'imaginais comment? Je t'imaginais comme un parrain, tu sais, qui a des podcasts, qui a des sites web, qui fait de la production pornographique, qui a... Je te jure que c'est vrai ce que je te dis. Je t'imaginais un peu comme le Marc Dorcel ou le Brazzers de, tu vois, c'est comme ça la Brazzers là. C'est une trisomie qui se masturbe et il mange de la pizza. Mais je te jure que moi dans ma tête t'étais cette personne là, tu vois, qui était vraiment dans l'industrie, tu vois, de la pornographie. Et c'est parti de quoi? C'est parti juste d'une petite addiction que t'avais avec les travailleuses du sexe. Oh, c'est ça? c'était pas petit. Mais laisse-moi arrondir les angles. Ça a l'air d'être une bonne personne maintenant. C'est une très bonne personne. Je te jure que si on vient de l'extérieur. Je suis une tas de marde. Non, dis Non, pas non, ça, non. dis pas Ouais, ça. ouais. Un peu, mais c'est pas grave, le dis pas, ça reste entre nous. Mais je te jure que moi, dans ma tête, avec juste ce que j'entendais de l'extérieur, à chaque fois que ton nom il arrivait, j'avais vraiment l'impression que c'était ça, tu vois, c'était... je me suis dit, oh putain, le jour où je vais le rencontrer, putain, ça va être cool, putain. Mais c'est cool qu'on se rencontre. T'es déçu, là, non? Mais non, mais tellement pas, au contraire, ça fait plaisir. Mais tu vois, comme quoi, les réseaux sociaux... Ouais. Les réseaux sociaux, ou ce que tu vois à travers le discours des autres ou dans des podcasts, ça peut très facilement devenir quelque chose d'incroyable. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est cool. C'est cool maintenant d'avoir la vérité. T'es juste normal en vrai. Je savais On va même- pas aller loin comme ça. Ouais. Mais je savais même pas que c'était cette image-là de moi. Ah, moi, comme ça. Pour de- lui. Ah, Pour ok, moi, ok. de l'extérieur, quelqu'un qui a entendu juste ton nom à quelques reprises dans différents podcasts, Ouais. j'ai cette image du mec qui a les deux mains sur l'industrie pornographique qui est... Putain, j'ai honte, là. Il y a un main sur l'industrie pornographique puis l'autre sur sa queue. Mais c'est surtout ça en fait. En plus, ton pseudo là, Poséidon. C'est plutôt une main sur le clavier et une sur ma queue. Mais non, mais en plus, ton nom là, Poséidon 69, je te jure. Ouais, ça, il doit. Ouais, ça, on a déjà discuté. Pourquoi c'est 69? Il dit c'est cool. Oui, c'est cool. J'adore aussi. Mais c'est l'image que j'avais en tout cas. Non, mais c'est fun, non, de le voir en vraie vie? Mais j'adore de son. Moi, je suis fan de votre équipe là depuis un moment. Depuis qu'on s'est rencontrés grâce à Thomas au théâtre Sainte-Catherine, et ben j'ai commencé à te suivre. En dehors de scène, parce qu'on se voyait sur scène, on a partagé quelques scènes cet été. Ouais. Mais j'ai commencé à regarder ce que tu faisais. J'ai regardé, j'ai regardé tes podcasts. Et j'ai vu des gens qui faisaient pas de l'humour qui passaient sur tes podcasts. Après, je sais que t'étais au Québec cet été, mais je me suis dit, j'ai vu comment elle s'appelle, c'est Hélène Boudreau, j'ai vu. Oh, ouais. La fille de l'UQAM. Ouais. Est-ce qu'il faut que je fasse un OnlyFans pour passer sur son podcast ou quoi? Ah, elle, c'était drôle parce que elle, t'es fucking, by the way, comme vraiment, elle est comme gentille, elle est vraiment cool. Elle est cool. Oh, bro. Je l'ai suivie sur Instagram grâce à toi. Ouais, ben écoute, parce que le monde était comme, pourquoi est-ce qu'elle est là, whatever. Yo, même avant puis après le podcast, c'était fucking gentil. Ouais. J'avais pas de raison d'être comme mauvais avec elle. Ah mais c'est vraiment cool, moi j'adore. Il y a Thomas aussi le fait, il invite des gens qui sont pas nécessairement dans le milieu de l'humour. Moi, j'ai voulu savoir parce que c'était avant que... Et elle est drôle en plus. Ouais, elle était drôle, Elle est drôle. mais elle a explosé. Mais moi, je voulais juste savoir
son point de vue, qu'est-ce qui est arrivé, c'était quoi le détail, parce que je trouvais ça un peu bizarre. Je trouvais que la situation était trop exagérée. Ouais. Puis en effet, c'était vraiment ça. C'était comme Ouais. l'école ne savait pas Ouais. comment ça va exploser. Alors eux étaient comme shit, on a déjà dit Ouais. qu'on est contre elle, alors maintenant on peut pas le reprendre, puis c'était bizarre. puis tout ça. J'ai compris beaucoup de choses en écoutant ton podcast avec elle. J'ai vraiment compris beaucoup de choses parce que moi, la seule information que j'avais, c'était la polémique. C'est ça. Lucam qui porte plainte Ouais. et je vois la photo et je fais franchement, c'est marrant. Ouais. Franchement, c'est marrant. Et moi, je l'ai trouvé, le qualificatif qui m'est venu en tête quand j'ai compris son histoire et que je l'ai écouté, c'est que je l'ai trouvé touchante. Ouais. Tu vois, au-delà de son activité, ce qu'elle fait. Non, mais c'est ça, c'est pas de mes On s'en affaires. fiche, ça. Moi, je fiche. m'en fous. Elle, Chacun comme fait ce qu'il veut. Mais elle était touchante. Elle était Elle vraiment est- touchante. c'est ça, elle était comme généreuse avec son temps, elle était gentille et tout. Je peux pas mentir. Puis dire, c'était une bitch ou whatever. C'était pas, mais elle était fucking cool. Lui aussi était fucking heureux avec elle, comme hors de ses tits, parce que lui était vraiment heureux de ça. Mais hors de ça, même lui il a dit, yo, elle était cool, elle était Ouais, chill. mais c'est Ouais. ça qui est le fun. C'est ça qui est Ouais. le fun. Elle était gentille. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça, tu te souviens des seins, hein? Ouais, écoute, Radi, toi, tous tes liens sont déjà dans la description. Merci. frérot. C'est où que le monde va te trouver pour tes shows et tout ça? Le mercredi, je suis à la marche à côté pour les Ouais. mercredis avec Radi. Sinon, le dimanche, je fais encore les soirées folles. On est en train de voir pour changer peut-être un peu la formule parce que le théâtre est grand. Et le mardi, je serai au mardi Working Comic au Brasseur de Montréal avec Gab Dagenet. Puis les liens sont-tu dans Instagram? Ouais, Je suis très actif sur un. très actif sur Instagram, les Ouais, gars. je suis très actif sur Instagram. Ouais. Monsieur Radi, là vous aurez toutes mes stories, toutes mes promos. Les liens sont là, juste cliquez. Abonnez-vous. N'oubliez pas de faire ça. Si vous êtes à Montréal, ben, comme il a dit, Radi a plein de shows déjà, mais même sur son Instagram, il met des petites vidéos. C'est drôle aussi. Il fait son propre podcast de soccer. Je sais pas s'il va continuer à faire des choses. J'ai arrêté, c'était que pendant l'Euro. Non, c'est ça. Je sais pas si tu vas continuer à faire des choses en futur. Tu devrais. Ouais, en fait, on est en train de réfléchir pour faire un podcast qui me tient à cœur, qui s'appelle Jeux de gamin. OK? C'est un podcast en fait où j'inviterai par exemple toi et Poséidon à jouer à des jeux Ah, ça va être fun. et on parle. Ouais. Et on peut tricher, on s'en fiche. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Et on parle de notre rapport à la compétition, au jeu. Et si t'arrives le but c'est de gagner, mais aussi de parler, de faire connaissance. Ouais. Et ça peut être n'importe quel jeu, ça peut être une partie de poker, ça peut être un Uno, ça peut être, on s'en fiche du jeu. Et C'est juste le climat c'est entre juste les le climat, gens. genre Ouais. on est posé, on oublie même. On ferait ça même sans micro, juste avec des micro-cravates, comme ça on oublie carrément qu'il y a des micros et on est en train de chiller, en train de jouer à des jeux. Ça va marcher. J'espère. Ouais, ça, c'est une J'espère. bonne On est en idée. train de travailler là-dessus là, pour le placer avec mon agent, Ray. Et on va voir comment ça va se développer. Je suis toujours down. Invite-moi, je vais venir Mais je vais oui. jouer des cartes Mais avec de toute toi. façon, moi j'aime bien quand t'es là. À chaque fois que t'es sur un show, tu ramènes ta bonne humeur, ta bonne ambiance, ton sourire, et ça ment pas, tu vois. Moi, si je t'ai invité aussi souvent, c'est parce que aussi j'ai envie de passer des bons moments dans mes soirées, tu vois. Ouais, ben moi, j'ai du fun aussi. J'ai du fun avec le monde, là, le public, tout ça. Puis j'ai toujours. Moi, j'aime ça, faire partie de ça, d'être sur la scène. Puis je suis toujours heureux quand je rentre parce que pour moi, c'est ça la vie. Comme c'est d'être dans le même- green room. Voilà, puis- même le green room, j'aime bien les conversations qu'on a. Mais c'est à cause du green room que je commençais à faire un podcast. C'est à cause pas à cause du green room en direct, mais c'est à cause d'avoir des gens qui se parlent entre eux, Mhm. comme s'il n'y a pas des micros. Mhm. Parce que quand moi et mes amis ont commencé à faire des podcasts, c'était 2 ans avant que je fais du stand-up. Ok. Mais ce que j'ai retrouvé dans stand-up, c'était en premier dans le green room. Ok. J'ai trouvé c'est ça que je fais dans mon podcast, c'est ça que j'aime. Ok. Quand on chill, on se niaise, Ouais. on prend pas trop au sérieux. Puis si quelqu'un normal nous voit, il va être choqué. C'est ça. Tu vois, puis je continuais ça dans le stand-up, je continue le même style dans le green Je room. te jure que parfois, ce serait mieux de mettre une caméra et de diffuser ce qui se passe dans la green room pour Oh. les gens là. Pendant 1 heure, on parle entre nous. Ouais. Et des fois, on va loin, des fois, on rigole. Des fois, c'est sérieux, des fois, on rigole, des fois. Mais c'est ça, la vérité, c'est ça c'est ça qui nous rend heureux. Ouais, Puis c'est ça qui nous fasse comme aller plus loin. ouais, C'est la discussion avec les autres humoristes. ouais. Puis ça, c'est juste en humour, mais les autres gens qui n'ont pas d'humour, c'est ça quand ils sont tout seuls au travail, Ouais. dans le bureau, quand ils sont tout seuls. Tu
5-6 personnes. C'est là où les bonnes conversations se font. C'est exactement ça. L'ambiance du bureau, elle se fait pas toi devant ton ordinateur, elle se fait vraiment à la machine à café. Ouais. C'est ça. Ils en ont même fait un show à la télé, la machine à café. Ouais, j'avais allé là par accident parce que j'avais une rôle à jouer dans une autre émission. Sérieux? Puis c'était dans le même lot. Waouh! J'essaie de rentrer, puis le gars pouvait pas trouver mon nom. J'ai comme, écoute, bro, tu vas me payer quand même là que je suis là. Puis après, j'ai vu que c'était une autre. Il a dit, ça, c'est café caché ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis j'étais comme, ah non, c'est le mauvais show. Il dit, non, c'est plus loin, Mais c'est moi, l'autre lot. je te verrais bien, moi, dans cette émission, comme celui qui recharge les cafés. Je sais même pas c'est quoi. J'ai jamais vu l'émission, mais je me souviens qu'il parlait de. L'émission est née en France. Ok. C'est Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, deux humoristes français qui créent ce concept qui s'appelle Caméra Café. L'idée, en fait, c'est d'avoir la vue de la machine à café sur la vie de bureau. Donc, est-ce qu'on se rejoint tous à un moment donné devant la machine à café à discuter? Donc, il y a une espèce de société de je sais plus, ils font des imprimantes, je sais pas ce qu'ils font. Et on voit les protagonistes, le patron, la comptable, la secrétaire, le commercial qui est un peu, tu sais, dragueur, tu sais. Puis on voit tout ça de leur du point de point de vue. vue. Ouais, du point de vue. Et t'as le vigile aussi qui est à l'entrée, qui monte des fois boire un café à la machine à café. Ça crée plein de micro-situations, de petites situations. Et ils ont vendu ça dans des centaines de pays dans le monde, dont le Québec. Oh fuck, ça. Ben, on fait de l'argent. On les avait reçus dans une émission sur laquelle je travaillais en France avec un humoriste qui s'appelle Yacine Bellatar qui avait son show à la télé. Et j'étais auteur sur cette émission et on faisait aussi des sketchs pour cette émission. Et ils étaient venus en tant qu'invités. Et fallait qu'on regarde leur histoire. Il fallait qu'on fasse un sketch aussi sur ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça. C'est des gens cool? Ils sont très cool. Nice. Mais la plupart des gens qui réussissent fort là comme ça, je te jure, ils sont cool. Ouais, des fois, c'est des violeurs. On sait jamais. On sait jamais, bro. On sait jamais. C'est pour ça que moi, maintenant, Non, ils sont cool. j'essaie d'apprendre le monde. Ils sont vraiment cool. Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, c'est les créateurs de Caméra Cachée qui a été vendu aussi au Québec et qui a un carton aussi au Québec là maintenant. Fuck, bon pour eux, bro. J'aime ça. Bon succès. So, Radi, les liens sont dans la description. Merci d'être Mais de venu rien. au Frenchcast. Ça fait plaisir et merci de m'avoir invité, les bros là.